Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec l'ami Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, on y va pour cette nouvelle émission. Près d'un étudiant sur 5 a recours à l'aide alimentaire en France. La précarité étudiante est de plus en plus préoccupante. Comment expliquer de tels chiffres, un tel état des lieux? Quels impacts sur la scolarité, sur la santé, effectivement, de nos enfants? Éléments de réponse avec nos deux invités dans un instant. Le MAG qui fait un état des lieux, mais parlera aussi des actions qui sont menées pour venir en aide à ces étudiants. Il sera notamment question d'alimentation, bien sûr, et d'insertion aussi, c'est important, avec l'association Label Gamel. Alix, il y a une loupe. Oui. Tu nous parles de quoi? Je vous parle d'une chouette initiative à l'approche des fêtes à destination des étudiants isolés. C'est dans une dizaine de minutes, au cœur de l'expression orale, que voici. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté notre invitation. Christine, que je n'écorche pas votre nom, Merkelbag. Très bien. Merci, j'ai eu chaud. Cofondatrice et gérante de Label Gamel. Label Gamel, c'est quoi? Alors, Label Gamel, c'est une coopérative. C'est une entreprise d'insertion professionnelle et qui est située... Parce que j'ai dit association, mais on va corriger. Ouais, Coopérative. Une coopérative, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Qui est née quand? Qui est née le 4 novembre 2020 pendant le second confinement. Avec quelles ambitions? Donc on a 4 ans. Avec l'ambition, donc nous, notre ambition, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Et quand je dis nous, c'est que Label Gamel, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre un prof et son élève à l'école Ferrandi, l'école de la haute gastronomie française. Et le prof Vincent Dautry, lui, il vient des restaurants étoilés parisiennes. Il est passé notamment par le Georges V, Taïwan, La Serre, Apicius. Des toutes petites maisons. Toutes petites. Voilà. J'ai juste cité des 2 et des 3 étoiles. Voilà. Et puis moi j'ai un parcours un petit peu différent, moins goûteux, moins savoureux. Je viens du monde des assurances. Et il y a 10 ans, j'ai eu envie de faire d'être plus proche de mes valeurs et d'allier 2 choses qui me tenaient à cœur, la cuisine et le social. Avec succès. Et avec Vincent, ce qui nous a réunis, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Et de là, on a créé Label Gamel, donc une cuisine centrale qui est située à Montreuil dans le 93. On a un double objectif, restaurer et insérer. Restaurer, on fait des repas pour des centres d'hébergement d'urgence, des foyers d'aide sociale à l'enfance et des étudiants en situation de précarité. Et on en parle plus en détail dans un instant. Je vous présente François Legrand. Bonjour François, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'IFOP et vous avez notamment sorti cette étude avec Copain, je crois, l'association Copain. Un étudiant sur 3 avoue étudier le ventre vide car il a sauté des repas pour des raisons économiques, par manque d'argent, disons-le très clairement. Est-ce qu'on a touché le fond? Alors, c'est dur de dire si on a touché le fond, mais en tout cas, ce qui est sûr... Parce que ça peut empirer. Oui, alors, quand on parle de la précarité étudiante en France, en fait, il faut avoir en tête qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément conjoncturel et il y a un élément plus structurel. L'élément conjoncturel, c'est que globalement, en France, sortie Covid, on a vu une inflation très forte, notamment sur les denrées alimentaires. Et donc ça a fragilisé toute une partie de la population, dont la population étudiante. L'élément plus structurel, c'est qu'en fait, en France, la population étudiante a fortement cru au cours de ces dernières années. Pour donner quelques chiffres, dans les années 80, il y avait à peu près 1 million d'étudiants en France. À la fin des années 2000, il y en avait 2 millions. Et aujourd'hui, on est plus proche de 3 millions d'étudiants. Avec un phénomène qui est la massification de l'accès à l'enseignement supérieur, du fait qu'il y a aussi beaucoup plus d'enfants issus des catégories populaires qui accèdent à l'enseignement supérieur, ce qui est une très bonne chose, mais qui fait que mécaniquement, dans cette population étudiante qui croît, on a aussi beaucoup plus de difficultés parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants pauvres qu'il n'y en avait dans les années 80, par exemple. Et du coup, près d'un étudiant sur 5 a recours à l'aide alimentaire. Ça dit quoi sur l'état de notre société? Ça dit effectivement des problèmes majeurs qu'on observe. Donc c'est 18% dans cette enquête qu'on a faite pour Copain, 18% d'étudiants. Alors, on leur a demandé s'ils le faisaient régulièrement ou pas. Il y a à peu près la moitié de ceux qui nous disent, un peu plus de la moitié de ceux qui disent avoir eu recours à l'aide alimentaire, qui disent même le faire régulièrement, c'est-à-dire au moins plusieurs fois par mois, donc à peu près 10% d'étudiants. Donc ça devient structurel. Ça devient structurel, effectivement. On sait aussi que les associations et coopératives qui interviennent justement pour aider les étudiants à se procurer des denrées alimentaires ont des files d'attente très importantes et sont très sollicitées. De plus en plus de cantines ou de banquets solidaires
On y viendra dans un instant, Alix. Et est-ce qu'il y a un profil type de l'étudiant précaire ou est-ce que le temps faisant, ça s'élargit? Est-ce qu'il vient forcément du même milieu social? Alors, on voit un certain nombre de choses. La première chose, effectivement, c'est qu'il y a quand même un impact du milieu social d'origine. Quand on regarde, on demande dans nos enquêtes la profession des parents, on voit que tendanciellement, les étudiants qui viennent des catégories populaires, donc parents ouvriers ou employés, sont ensuite davantage représentés dans les étudiants en difficulté. Et également, on voit, public fragilisé, les étudiants qui doivent exercer une activité professionnelle en parallèle de leurs études sont aussi beaucoup plus nombreux à être confrontés à des difficultés. Ils subissent en quelque sorte une double peine. On sait que c'est un facteur d'échec dans les études qui est très important de devoir avoir une activité professionnelle à côté. Et en plus, malgré tout, souvent c'est des temps partiels et ils n'arrivent pas parfaitement à joindre les deux bouts. La manière dont l'on nourrit l'autre révèle l'attention qu'on lui porte. Dites-vous, c'est votre maxime un petit peu, l'une de vos maximes chez La Belle Gamelle. Ces étudiants, effectivement, qui ont recours de plus en plus souvent à l'aide alimentaire, vous en croisez de plus en plus, vous en accueillez, vous de plus en plus, vous organisez de plus en plus de banquets solidaires, par exemple? Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, on l'a fait depuis presque 2 ans avec Sorbonne Université, sur 5 sites. Et aujourd'hui, on le fait avec Paris 8, sur 3 sites. On livre toutes les semaines sur le site de Saint-Denis, le Paris 8 Saint-Denis, 500 repas. Donc nous, ce sont des repas qui sont cuisinés à La Belle Gamelle et qui sont ensuite distribués aux étudiants. Pendant que nous, on fait cette distribution de repas, il y a également d'autres associations qui sont présentes. Il y a l'INKI qui fait des distributions de repas, il y a le Secours Populaire et il y a des queues qui sont phénoménales. Nous, quand on arrive à peu près 3/4 d'heure avant le début de la distribution. Je pense que c'est assez parlant ce que je vais dire. Et il y a déjà des queues de plus de centaines de mètres, quoi. Mais vraiment qui sont énormes, quoi. Ouais. Et il y a des personnes qui sont obligées de compter les étudiants et pour leur dire arrêtez de faire la queue, vous n'aurez pas forcément de repas. Ces fameuses queues qu'on avait vues juste après le Covid et même pendant le Covid, effectivement, auprès de l'aide alimentaire, pour vous, elles ne désemplissent pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Elles augmentent. Quelle est la particularité de ces repas que vous distribuez, vous, à La Belle Gamelle? Parce que j'ai vu... Bon, vous faites plusieurs choses, mais j'ai vu quand même des photos qui redonnent le sourire, excusez-moi de le dire, effectivement, mais vous avez pas mal de nationalités, pas mal de cultures différentes, effectivement, dans vos plats. Des plats très colorés et qui ont l'air vraiment très savoureux, encore une fois. Donc, la Belle Gamelle, comme j'ai dit, c'est une entreprise d'insertion et on accueille les personnes qui vivent, on embauche les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence pour lesquels on livre les repas. Il se trouve qu'il y a beaucoup de primo-arrivants et à peu près 80% de réfugiés à La Belle Gamelle. On est 22 nationalités différentes. Donc chaque personne à La Belle Gamelle a une culture, a sa culture d'origine et va apporter des plats. Et les chefs vont travailler avec eux. Et d'un plat qui est fait pour 4 personnes va devenir un plat pour 1500 personnes. Et ça fonctionne. Donc on a une carte qui est une carte du monde au niveau culinaire. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est que les personnes qui vont manger nos repas se retrouvent à la fois au niveau de façon gustative et puis au niveau de leurs racines et qui découvrent aussi des plats d'autres pays et de la France. Et donc on est parti, nous, sur un plat très conséquent qui fait 400 grammes, carnet ou marée, et également un dessert, et tout est cuisiné à La Belle Gamelle. Et vous en direz plus dans un instant, Alix. Et d'ailleurs, vous mettez un point d'honneur à assurer des repas avec des produits de qualité, mais j'imagine que ça peut être un défi. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Là, vraiment, j'insiste, nous, on a une équipe de cuisiniers professionnels et il n'y a pas de secret, c'est un vrai métier. Et les produits ? Les produits, tout est retravaillé et tout est goûté. Donc là-dessus, voilà, on goûte ce qu'on cuisine. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup d'amour qui est donné dans la préparation des repas. Et les personnes qui préparent ces repas sont toutes des personnes qui ont connu la faim. François Legrand. Ils savent aussi pour qui ils le font. Pardon, Christine. François Legrand, par manque d'argent, je le disais, 36% des étudiants sautent régulièrement au repas. C'est ce que révèle votre baromètre, réalisé donc avec l'association COP1, Vivre et étudier le ventre vide. Est-ce que ça peut devenir la norme ou est-ce que c'est déjà la norme au final ? C'est déjà la norme malheureusement pour un tiers des étudiants. Donc ça montre que, alors bien sûr, heureusement, il y a quand même une partie de la population étudiante qui s'en sort bien. Mais ça montre qu'il y a un sujet majeur sur l'alimentation et donc ça appelle aussi à des mesures des pouvoirs publics. Alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On se souvient par exemple du dispositif des
repas à 1 € qui avaient été mis en place pendant le Covid. Mais plus globalement, ce qu'on voit à travers les résultats de cette étude pour Copain, c'est qu'il y a un gros sujet de renoncement au droit. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics, mais c'est souvent un empilement de mesures. Et les étudiants, notamment du fait de leur jeunesse, ne sont pas forcément à l'aise avec toutes les démarches administratives. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui renoncent aux droits auxquels ils pourraient faire appel. Et donc, il y a un sujet, je pense, parce qu'il y a en réalité quand même déjà beaucoup d'argent qui est mis par la puissance publique sur ce sujet. C'est un sujet qui est rentré dans le radar des pouvoirs publics, mais il y a un sujet de lisibilité des aides. Et on avait beaucoup parlé à un moment donné de la question d'un revenu universel ou d'une allocation étudiante universelle. Et je pense que c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on doit empiler plein de petites aides avec des phénomènes de renoncement, ou est-ce qu'il faut au contraire dire on met en place une allocation unique pour l'ensemble des étudiants en France et on règle ce problème de lisibilité administrative. Et sur quelle ligne, vous, Christine? Moi, je partage ce que vient de dire François. Parce que, voilà, il y a énormément d'aides différentes. Nous, on apporte 500 repas une fois par semaine pour un site qui contient 20 000 étudiants. Voilà. Et les queues, elles sont phénoménales. Et on est financé sur cette action-là. On est financé par la DRIL Île-de-France et par le rectorat Île-de-France. Mais donc là, on avait aussi postulé pour Sorbonne Université, avec qui on le faisait depuis 1 an et demi. Les pouvoirs publics n'ont pas suivi. Comment vous avez réussi à enrôler tous ces chefs étoilés? Est-ce qu'ils ont été faciles à embarquer, justement? Alors, si je parle du cofondateur de la Belle Gamelle, Vincent, lui, il le dit simplement que lui, c'est un enfant de la rue et qu'on lui a tendu la main quand il était petit. Et grâce à ça, il a connu la solidarité enfant et qu'il a dit, moi aussi, aujourd'hui, c'est à mon tour de tendre la main aux autres. Et c'est important qu'il y ait les 2 volets, donc la partie alimentation et la partie réinsertion. Oui. Pourquoi il faut absolument, justement, qu'il y ait ces 2 volets? Pourquoi? Parce que nous, c'est vraiment notre projet à la Belle Gamelle et que on croit, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal être logé, mal être éduqué, mal être soigné, et que toute personne, toute citoyenne et tout citoyen ont le droit de vivre dignement en France. Et aujourd'hui, on l'entend, François le décrit bien, c'est pas le cas. Et que la pauvreté est de plus en plus croissante et qu'on ne voit pas vraiment de changement et que ça devient structurel. Et qu'on a même, j'ai l'impression qu'on s'y habitue. Les Restos du Cœur, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Plus personne s'interroge et s'indigne que ça existe toujours. En fait, paradoxalement, moi j'aimerais que la Belle Gamelle disparaisse. Une distribution des repas exponentielle en ce qui concerne les bébés. On en avait beaucoup parlé aussi. Il y a les enfants, il y a les bébés aussi maintenant. Mais il y a les femmes enceintes qui sortent de l'hôpital et qui sont à la rue. Il y a les hôpitaux qui les gardent plus longtemps pour éviter qu'elles partent avec un nouveau-né à la rue. Voilà, et tout ça, on ferme les yeux. Sachant que la précarité étudiante ne concerne pas que l'alimentation, et donc nous par exemple on le voit dans le baromètre, on travaille sur un sujet qui est la précarité hygiénique et menstruelle. Et on a des enquêtes de comparaison auprès de l'ensemble des femmes en France. Et on voit qu'on a quand même 25% des étudiantes qui disent renoncer souvent ou de temps en temps à des protections hygiéniques. On est à 16% dans l'ensemble de la population française. Donc ça montre qu'il y a un sujet spécifiquement dans la population étudiante sur ce type de problématique. Moi, quand je pense à la Belle Gamelle, quand je vois la Belle Gamelle, je vois cette dimension, encore une fois, auprès de l'alimentation. Mais j'ai quand même l'impression que l'un des éléments aussi principaux, le pilier de votre coopérative, c'est ce lien social. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vraiment, la Belle Gamelle, c'est là, on sort des JO. Nous, on était une équipe de JO, quoi. À nous-mêmes. On est 22 nationalités. Il y a des femmes, il y a des hommes. La parité est respectée. Vous êtes combien? Vous avez 36. 36, d'accord. On était 6 il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est 36. Et on a l'objectif de continuer à croître parce que plus la marmite bout, plus l'insertion fleurit. Donc il y a autant de femmes que d'hommes, il y a autant de jeunes que de plus âgés. Et il y a quelque chose qui est incroyable à la Belle Gamelle, c'est la solidarité. Et ça, il faut vraiment venir et nous rencontrer ou voir On a fait tout un tas de photos qui sont exposées dans différents endroits. Et ça montre qu'on peut vivre ensemble, quelles que soient nos origines, quelles que soient... Il y a beaucoup de personnes il y en a qui sont très diplômés. On a des ingénieurs qui viennent d'autres pays, qui connaissent ce qu'on appelle des déclassements. D'autres qui, au contraire, n'ont jamais été scolarisés. Et tous travaillent ensemble. Et ça fonctionne. François, votre enquête met aussi en évidence des problèmes de santé mentale. Quelles sont les causes?
Alors ça c'est effectivement un point qui ressort fortement de l'enquête. Alors nous on travaille sur le sentiment de solitude par exemple. Alors la solitude chronique en France, le fait de se sentir toujours ou souvent seul, c'est à peu près un Français sur 5, 20% de la population. Quand on raisonne sur l'ensemble de la population française, nous à travers cette enquête on voit qu'on monte à 40% chez les étudiants, donc c'est 2 fois plus répandu. C'est intéressant parce qu'on voit toujours la solitude comme un sujet de personnes âgées, alors qu'en fait les données montrent que c'est en réalité une problématique qui concerne tout particulièrement les jeunes, à une période de la vie où généralement vous avez quitté le domicile familial il n'y a pas beaucoup de temps. Parfois vous vous retrouvez dans une nouvelle ville. On se dit toujours que vie étudiante, beaucoup d'amis, mais en fait vous êtes en fait parfois un peu isolé. Et donc il y a un sujet de solitude chez les étudiants. Élément en revanche qui est assez intéressant, c'est que on voit un quart des étudiants dans notre enquête disent avoir consulté un psychologue au cours des 12 derniers mois. Ouais. Alors c'est un chiffre qu'on peut lire de 2 façons. Première façon, le fait qu'il y a des problèmes de santé mentale. Mais deuxième façon aussi, c'est qu'il y a une levée du stigmate par rapport à la santé mentale chez les jeunes. Il y a le Nouvel Obs qui titrait récemment Génération Psy. Nous on voit qu'il n'y a plus du tout de tabou dans les jeunes générations par rapport au fait de consulter un psychothérapeute. Et donc les étudiants sont sûrement à la fois plus concernés par les problématiques de santé mentale pour tout un tas de raisons, mais aussi, et ça on peut s'en réjouir, hésitent moins à aller se tourner vers de l'aide quand ils en ont besoin. Il y a un accueil, un soutien psychologique et un suivi psychologique du coup chez La Belle Gamelle ou c'est la cuisine? Non, alors nous il y a la cuisine et il y a aussi tout un accompagnement social. Donc on a une conseillère en insertion professionnelle, on les accompagne, on a 3 volets. Un volet lever les freins à l'emploi, où on va gérer tout ce qui est papier, tout ce qui est logement. N'oublions pas qu'ils viennent de centres d'hébergement d'urgence, donc ils n'ont pas de logement, ils sont hébergés. Tout ce qui est cours de français, beaucoup ne parlent pas français à l'origine, quand ils nous rejoignent. On a un deuxième atelier qui est construire son projet professionnel, dans lequel on s'intéresse à ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils peuvent faire, et l'adéquation avec le marché français. Et on va aussi nous chercher des partenariats avec des collectivités et des entreprises pour pouvoir les amener vers un emploi pérenne. Et ensuite, on a un atelier sur la fracture numérique. Puis après, on a créé tout un atelier culturel. On a créé une bibliothèque, des places de cinéma à 2,50 €. D'accord. Ça n'arrête pas. Avec des il reste combien de temps chez vous, en général? En général, il reste 15 mois. 15 mois. Et 70%... Quelle moyenne d'âge? Ah, ça, je ne l'ai pas calculé, tiens. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes aussi? Oui, il y a des jeunes, ça va de 25 ans aujourd'hui à 58 ans. Aujourd'hui, c'est monté un peu plus et il y en a eu plus jeunes. De 25 à 58. Ouais. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un beau projet à l'approche des fêtes. Oui, un projet qui met du baume au cœur en cette fin d'année, alors que beaucoup d'entre nous s'apprêtent à partager des moments festifs avec nos proches. Des milliers d'étudiants se retrouvent seuls. C'est face à cette réalité que l'association Studelp se mobilise avec une nouvelle initiative, les repas solidaires, une idée lancée en partenariat avec Upcop, un spécialiste des solutions de paiement. Les repas solidaires, c'est donc une plateforme. Le concept est simple. Les particuliers s'inscrivent pour accueillir un ou plusieurs étudiants. Les étudiants recherchent un hôte disponible dans leur région. Studelp se charge de faire le matching en prenant en compte proximité géographique et disponibilité. On écoute Florian Ripper, le directeur général de Studelp. Studelp est une association d'aide alimentaire pour les étudiants. Nous mettons en relation dans toute la France les étudiants dans le besoin avec des particuliers qui réalisent pour eux quelques courses. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer du lien social et d'aller au-delà d'un simple don alimentaire entre l'étudiant et son donateur. En parlant de lien social, plus de 72% de nos 12 000 bénéficiaires ont passé les fêtes de fin d'année 2023 seuls et isolés de leur famille. C'est pourquoi nous lançons la plateforme Les Repas Solidaires. Le concept est très simple, mettre en relation les étudiants seuls durant les fêtes de fin d'année avec des particuliers qui souhaiteraient les accueillir le temps d'un repas pour passer tous ensemble un moment convivial. N'hésitez pas à vous inscrire, les étudiants vous attendent et ils sont nombreux. À très vite. Et le constat que fait Florian illustre une réalité bien plus vaste. 91% des étudiants disposent d'un reste à vivre inférieur à 300 € après le paiement de leur loyer et charges. Dans ce contexte, les fêtes deviennent une période particulièrement difficile qui accentue leur isolement et leur précarité. Depuis sa création en 2021, Studelp s'est imposé comme un acteur majeur dans la lutte contre la précarité étudiante. Il répond à des besoins urgents en mettant en relation donateurs et bénéficiaires. Aujourd'hui, l'association compte 8
8000 donateurs et plus de 12 000 étudiants aidés. Si vous souhaitez participer, que vous soyez étudiant ou donateur, rendez-vous sur www.studel.fr/repas-solidaire. Christine, même si on ressent tous les effets de l'inflation et que la vie coûte plus cher, on peut rester solidaire malgré tout? Je crois qu'on peut tous rester solidaires et qu'il y a différents modèles économiques, on en parlait. Nous, on est une coopérative, il n'y a pas d'actionnaire, le travail appartient à ceux qui travaillent et les bénéfices sont mis en réserve pour pouvoir permettre à l'outil de production de continuer à grossir et tout est mis pour l'investissement. Les salaires sont encadrés, donc je pense qu'on est aussi solidaire au sein même de notre entreprise et solidaire avec ce qu'on fait. On fait des repas pour les pauvres, par les pauvres. Qui est Virginie Giboire ? Virginie Giboire, c'est une chef étoilée extraordinaire qu'on a eu la chance d'avoir sur... elle nous a fait un repas signature, un plat et un dessert pour une distribution pour les étudiants de Paris 8 à Saint-Denis. Et donc on a fait un banquet solidaire lundi dernier en présence de 500 étudiants, avec pas mal d'élus de la région. Le président du département était là, la vice-présidente aux solidarités de la région Île-de-France était présente. La députée qui, la semaine prochaine, va proposer une proposition de loi pour les repas à 1 € pour tous les étudiants. Pour tous les étudiants. Également une sénatrice, et c'était vraiment un grand moment festif. Quel retour d'expérience, justement, avec tous ces étudiants qui, parfois, ont le ventre vide et qui, là, se retrouvent à manger j'allais dire un plat, même un menu signature. Il y avait beaucoup de joie de leur part. Ils ont été très contents. Ils ont vu la chef Virginie, elle a fait une démonstration. Donc elle a dressé les assiettes. Ils ont vu les assiettes, ils ont vu la démo, ils ont discuté avec elle. Et ils étaient touchés parce que c'était pour eux. Ils ont vraiment vu que c'était pour eux. Il y avait c'était un banquet solidaire, il y avait les tables, ils ont mangé là. Et donc ça, ils étaient touchés. Et on a eu des retours où ils nous ont dit que c'était très bon et qu'ils appréciaient aussi les autres repas qu'ils pouvaient avoir toutes les semaines, mais qu'il n'y en avait pas assez. Ça, malheureusement, on le sait. Virginie, elle a souhaité faire cet événement. C'était pas du tout pour se mettre en avant. Elle ne voulait même pas qu'on parle d'elle au départ. Et on lui a dit, vu la précarité, il nous semble important qu'il y ait une mise en lumière qui soit faite sur ce sujet. Elle fait déjà des actions similaires à Rennes. Et pour elle, elle espère, et donc là, je vais me permettre de la citer, elle espère que cet événement va contribuer à améliorer la situation des étudiants et pas que ce soit juste un événement événementiel et une lumière sur elle. C'est pas du tout le propos. C'est vraiment, on rejoint l'étude de François. Il faut que ça devienne un sujet et que les pouvoirs publics s'en saisissent. On peut faire de la quantité avec de la qualité. Oui. J'ai l'impression. Alors après, la quantité, ça se discute toujours. Hein. Nous, on fait 1600 repas jour. Ouais. Donc peut-être que pour certains, c'est pas de la quantité. Pour nous, ça commence à être de la quantité. Et on a l'ambition, là, on fait des travaux encore pour doubler notre production. Mais ensuite, on ne souhaite pas, après, on souhaite s'arrêter à cette taille sur ce site. À la fois par rapport à la qualité des repas et puis également à la qualité de l'accompagnement socio-professionnel qu'on fait avec l'équipe. Quelles sont les solutions? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, François, mais quelles sont les solutions? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres mesures à prendre en urgence aujourd'hui? Alors moi je pense que les solutions, j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire qu'à mon avis il y a un sujet de réflexion autour de l'harmonisation des aides, effectivement de cette question du revenu universel étudiant, en tout cas d'une aide unique qui permettrait de régler ce problème de non-recours aux droits. Donc ça c'est une solution plus structurelle à mettre en place. Et puis après, il y a des mesures d'urgence. Donc là, vous parliez par exemple du repas à 1 € qui va être discuté à l'Assemblée nationale. Ça, c'est typiquement une mesure qui peut permettre d'apporter une solution rapide sur le sujet de la précarité alimentaire, en tout cas. Donc le sujet, c'est pas juste d'améliorer l'accès à l'information sur les aides disponibles. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Effectivement, on peut dire il y a des aides disponibles, on améliore l'accès à l'information, mais même en améliorant l'accès à l'information, en fait, il y aura toujours des renoncements parce que... Parce que plus concrètement, ça représente quoi en termes de démarche? Une fois qu'ils ont l'info sur les aides qui existent, c'est une vraie démarche?
administrative pour les étudiants? Oui, alors moi, c'est pas un sujet que je connais parfaitement, hein, les démarches à effectuer, mais globalement, il y a beaucoup de guichets différents. Il n'y a pas de guichet unique. J'ai fait dire comme d'hab. Je veux dire, On va falloir rigoler, comme d'hab, voilà. Je pense qu'on a tous été amenés un jour à aller à la CAF pour faire une demande et on a vu que c'était pas On s'en simple. souvient. Ouais. Il y a ces activités, donc on le disait effectivement, Christine, avec et ces événements que vous créez, notamment avec des chefs étoilés. Est-ce que demain, ça peut être avec, je sais pas, des sportifs, des personnalités culturelles? Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Il y a un consensus, on est d'accord. Et donc, j'imagine qu'avec vos événements, vous pouvez attirer beaucoup de monde. On a eu des sportifs qui sont venus. Alors qui? Des joueuses du PSG. Ah, allez, oui, je d'accord. crois que vous aimez beaucoup le foot. J'aime bien. On a eu Nadia Nadim. Super. On a eu Christian Handler. D'accord. Et la championne du monde espagnole, Irene Paredes. Donc elles sont venues toutes les trois lorsqu'elles étaient joueuses au PSG. Et elles sont venues, elles ont passé une bonne matinée avec nous, elles ont cuisiné, elles ont rencontré l'équipe et ensuite elles sont parties faire une distribution dans des centres d'hébergement d'urgence. Est-ce que vous faites des ateliers parfois pour les tout-petits? La question est très intéressée, j'avoue. Alors, on ne fait pas des ateliers pour les tout-petits. En revanche, on fait des repas pour les foyers d'aide sociale à l'enfance et on accueille des jeunes des foyers en stage. Et là, on va mettre en place, on est en train de le faire avec ces foyers du 93 pour qu'ils viennent visiter les cuisines et peut-être, on espère, leur donner des envies de venir cuisiner plus tard. Qu'est-ce qui est le plus dur justement pour tous les nouveaux arrivants? Est-ce qu'ils ont conscience que ce métier, c'est un vrai métier déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, et que c'est déjà difficile? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on recrute à la Belle Gamelle, c'est pas forcément des personnes qui veulent devenir cuisinières et cuisiniers. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des déclassements, puis chacun a son projet. Nous, c'est vraiment un sas qui leur permette de s'insérer, de découvrir le monde du travail ou de reprendre connaissance avec le monde du travail. C'est souvent reprendre confiance aussi. Reprendre confiance, c'est la première chose. On accueille des femmes qui sont protégées, des femmes des parcours de sortie de prostitution, des réfugiés qui viennent de pays comme le Soudan. Là, on vient d'accueillir un photographe journaliste qui est réfugié de Gaza. Voilà, ce sont des personnes qui ont des parcours qui sont extrêmement heurtés, violents, comme vous pouvez l'imaginer. Donc la première chose, et puis qui n'ont pas de logement et qui ont la première mission, c'est aussi de devoir apprendre le français. Et eux, on parle de la CAF, mais c'est un cauchemar quotidien. La CAF, et pour certains, on leur a appris à servir d'une carte bancaire. On a beaucoup de personnes qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, du Bangladesh, du Sri Lanka, Somalie, Gambie, RDC. Vous voyez, ce sont quand même des pays dans lesquels c'est un peu compliqué. Et vous restez en contact après avec eux? Certains, oui. Vous pouvez nous parler d'un ou deux itinéraires qui vous ont marqué? Je vais vous parler par exemple de Madame Amani. Madame Amani, elle était dans la première équipe de la Belle Gamelle. Avec ses 2 enfants, elle vivait en centre d'hébergement d'urgence. Elle avait quitté l'école en Côte d'Ivoire à 12 ans. Et elle nous a quittés avec un logement, toujours ses 2 enfants et son CAP qu'elle a eu à l'école Ferranti. La grande et belle famille. Enfin, qui va devenir une grande et belle famille, effectivement, qui est effectivement la Belle Gamelle. Parce que j'imagine que dans 3-4 ans, vous êtes une centaine. Là, vous êtes 36, c'est ça? Oui. Ouais, c'est exponentiel. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Christine Merkelbach, cofondatrice et gérante de la Belle Gamelle. Allez découvrir la Belle Gamelle. Votre site internet, c'est www.labellegamelle.fr. On est présent sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Ils sont partout. Tout va bien. Un grand merci à vous, François. François Legrand, directeur d'études à l'IFOP, pour être venu nous parler effectivement de la précarité estudiantine. Et vous reviendrez bien évidemment à la fin de votre étude pour nous parler encore un peu plus de la solitude, qui là aussi est un sujet ô combien important pour notre jeunesse. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain. Excellente journée en notre compagnie.